Bonjour tout le monde. J'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. On va juste couper la caméra de Yula et son micro pour l'instant. Yula, tu pourras reprendre la parole un peu plus tard. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est de nouveau réunis pour un webinaire. On essaye une fois par mois d'examiner une des productions des programmes de NanoElec. Donc, je suis ce matin en compagnie de Loane Danès. Bonjour. Bonjour. Qui travaille à NCCube, qui est une des écoles de Grenoble INP. Et dans le cadre du programme Capital Humain et Ingénierie de Formation, qui est donc co-dirigé par Sylvie Blanco-Agem et Yula Morfouli, que vous avez vu à l'instant à Grenoble INP. Dans le cadre de ce programme, Lohan a développé une stratégie et accompagné de jeux et de dispositifs de sensibilisation au numérique responsable. Alors, on verra ce que c'est que ce grand thème de numérique responsable. Peut-être on en discutera aussi avec les internautes après. Et puis tu vas nous présenter donc le dispositif pédagogique et l'ensemble de ce que vous avez fait. Alors, avant de commencer, donc vous avez un chat à votre disposition. On va tâcher de le surveiller au fil de la conversation, de la présentation et puis de la conversation. Vous pouvez évidemment vous plaindre si vous nous voyez mal ou si vous nous entendez mal, si vous ne voyez pas les diapos que Lohan va présenter. Et puis, vous pouvez aussi prendre la parole, nous demander éventuellement de prendre le micro et la caméra si vous souhaitez dialoguer à la fin de l'exposé, ou poser vos questions par écrit, on les prendra aussi. Voilà, on a donc jusqu'à 10 heures, montre en main, pour cet exposé. J'en profite juste pour vous dire que l'ensemble des activités de NanoElec sont présentées dans un excellent ouvrage qui s'appelle les highlights, le rapport annuel, qui est joliment illustré en plus. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de ce qu'on fait sur les 18 derniers mois. Il est disponible en ligne et puis il est disponible en version papier sur demande si vous le souhaitez en écrivant à nanoelec4ce.fr. Voilà, Lohan, je te laisse la parole pendant donc une vingtaine de minutes. Enfin, tu prends ton temps et puis n'hésitez pas, je vous dis, à poser des petites questions et on les prendra à la fin de l'exposé. Voilà. Merci François. Bonjour à tous. Bon, du coup, François a pas mal introduit ce que je fais et où je travaille. Donc, pour vous faire un récap, je travaille au centre de Grenoble INP NCCube et je suis financée par un programme de l'IRT qui est le programme Shift, donc Capital Humain Ingénierie de Formation, qui vise à diffuser la connaissance en lien avec l'électronique et le numérique. Et donc, moi, je suis spécifiquement attachée à partie numérique et notamment numérique responsable. Voilà. Donc, on va d'abord faire un petit tour du contexte du numérique dans la société, des impacts et de pourquoi on s'intéresse au numérique responsable et pourquoi on découle mon travail. Donc, dans notre société, le numérique, comme vous devez le savoir, il y en a partout, et il y en a de plus en plus aussi. Donc là, je vous ai mis deux petites infographies qui montrent un peu l'évolution de nos usages, nos équipements numériques dans le monde, en France. Donc globalement, à gauche, c'est le nombre moyen d'appareils connectés par habitant par région du monde. Donc entre 2018 et 2023, on voit que globalement, ça augmente partout. Et à droite, on voit que ce soit la consommation électrique, que ce soit le nombre de données échangées, que ce soit la quantité de data centers, tout augmente. Donc, on a toujours plus d'équipements, toujours plus d'usages, toujours plus de besoins liés au numérique. Donc,
On utilise toujours plus d'objets et en plus, on les renouvelle très, très souvent. Donc là, c'est des petits graphiques qui montrent combien de temps on garde son smartphone. Donc celui de gauche, c'est combien de temps on garde son smartphone en fonction du pays. Donc je vous laisse réfléchir. Vous, la dernière fois que vous avez changé votre smartphone, ça remonte à quand? Donc en moyenne, c'est 2 ans. Un smartphone, c'est gardé 2 ans à peu près. Ça varie en fonction des pays. Et le graphique de droite, ça vous montre pourquoi on le change. Donc, pareil, je vous laisse savoir pourquoi vous avez changé votre téléphone la dernière fois. Mais donc, il y en a, c'est 25%, donc en bleu clair, c'est 25% d'achat contraint, donc plus utilisable du tout ou volé. Et le reste, c'est des… Obsolescence programmée, par exemple, pas tant dans le bleu clair. L'obsolescence programmée va plutôt être dans le bleu marine. Il fonctionnait plus correctement ou le système d'exploitation était plus à jour. Donc là, c'est notre partie, donc 37%. Et après, il y a 25% d'achat plaisir de on veut un nouveau téléphone. Je veux le dernier modèle. C'est ça, le dernier modèle, la dernière fonctionnalité. Il faut absolument celui-là. Donc tout ce qui est le marketing autour du numérique aussi. Donc on a toujours plus d'objets, on les renouvelle toujours plus. Et tout ça, forcément, ça va avoir pas mal d'impact. Donc là, je vous ai mis une petite slide sur les impacts en termes de gaz à effet de serre. Donc à gauche pour la France et à droite pour le monde. Donc vous avez toutes les sources aussi des études. Pour la France, c'est des études de l'ADEME et de l'ARCEP. Et pour le monde, c'est des études de l'association Green IT, donc qui regroupe un collectif d'experts sur la thématique. Et ce que vous voyez, c'est que globalement, en termes de quantité de gaz à effet de serre émis dû au numérique, donc l'étude de gauche pour la France, c'est entre 2020 et 2022. Il y a deux barres de valeur pour 2020, c'est parce qu'ils avaient 2 méthodologies différentes. Dans la première, ils n'ont pas pris en compte l'impact de l'usage des data centers à l'étranger. Et donc, ils ont revu cette étude et ils les ont pris en compte. C'est pour ça que au niveau de l'utilisation, il y a un saut quantitatif. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'entre 2020 et 2022, il y a eu une augmentation de la quantité totale de gaz à effet de serre émis en France due au numérique. Et on a la même chose dans le monde. Entre 2019 et entre 2023, la quantité de gaz à effet de serre émis augmente. La part dans les émissions globales n'augmente pas parce que les émissions globales augmentent. Mais donc, globalement, on a un impact lié à nos usages du numérique qui augmente parce que le nombre d'équipements qu'on utilise et nos usages augmentent aussi. C'est-à-dire que la quantité d'émissions de GES augmentant, si on a un pourcentage qui se maintient, ça veut dire qu'on a ça veut dire qu'on augmente aussi le total. Donc les émissions de gaz à effet de serre, c'est pas le seul problème qui va être lié au numérique. Il y a tout ce qui est impact sur les ressources, parce que vous le savez mieux que moi, je pense, mais pour fabriquer tous les équipements numériques, il y a besoin de beaucoup de matériaux. Donc à gauche, il y a une infographie du CES d'ailleurs, qui représente tous les métaux utilisés dans un smartphone. Donc il y en a plus de 50, dont beaucoup sont la disponibilité diminue. Donc c'est de plus en plus dur de récupérer les métaux nécessaires pour fabriquer les smartphones. Et pour une petite stat intéressante, je dirais, actuellement, donc, pour nos smartphones actuels, il y a besoin d'une 50aine de métaux. Il y a 15 ans, je crois, en 2005-2010 pour un smartphone. Donc, ce n'était pas les mêmes types de smartphones, mais il n'y en avait besoin que de 30. Donc, on augmente le nombre de matériaux dont on a besoin pour fabriquer nos machines parce qu'on complexifie les machines, on les fait diminuer en taille, on a besoin de plus de fonctionnalités. Donc, ça entraîne aussi plus d'impact. Et à droite, vous avez ce qu'on appelle le sac à dos écologique. Donc, en gros, c'est tout ce qui est nécessaire en termes de matières premières, d'apport pour fabriquer. Donc là, c'est un ordinateur portable. Donc, vous voyez, pour un ordinateur portable de 2 kg, il y a besoin de 800 kg de matières premières, 240 kg de combustible fossile, 1,5 tonne d'eau. Donc ça, c'est tout des impacts en termes d'utilisation des ressources aussi pour fabriquer un petit équipement. Donc là, toujours plus de matériaux, toujours moins de ressources disponibles. Et en plus, comme je disais avant, donc on produit toujours plus d'équipements, donc on multiplie les impacts. Et donc ça, c'est un petit graphe de qu'est-ce qui se passerait si on ne changeait rien à nos usages et à notre consommation du numérique.
Donc, on voit que toutes les courbes augmentent énormément à échéance 2050, que ce soit les émissions de gaz à effet de serre, les ressources utilisées, l'énergie finale consommée. Donc ça, c'est si on ne change pas nos usages, notre consommation, les modes de fabrication, eh ben, on risque d'entraîner des impacts toujours plus multipliés. Alors, vous pouvez me dire, ah oui, mais on risque de pouvoir aussi améliorer l'efficacité énergétique de nos usages, on va trouver de nouveaux moyens de fabriquer les équipements, donc on va pouvoir diminuer l'impact. Ah oui, alors on risque de… Du coup, ça ne va pas augmenter autant, voilà, ça ne va pas augmenter autant. C'était sans compter l'effet rebond que vous devez connaître aussi, donc qui dit et qu'on voit au quotidien aussi, que si on améliore l'efficacité de quelque chose. Donc, si grâce à des améliorations technologiques, on permet une efficacité plus grande, et bien, au lieu de diminuer l'impact, on va juste multiplier nos usages parce que, comme on a moins, par exemple, si on prend les usages énergétiques, on améliore l'efficacité énergétique. Du coup, on se dit, bon, nickel, on va diminuer la quantité d'énergie consommée. En fait, non, ce qu'on voit, c'est que comme on a plus d'énergie disponible, on va juste plus consommer pour finalement rester à une consommation d'énergie stable alors qu'on a augmenté en efficacité. Il y a un exemple qui est bien connu sur ce sujet-là, c'est le frigo des années 50 qui consommait beaucoup plus qu'un réfrigérateur d'aujourd'hui. Mais pour autant, aujourd'hui, la technologie est tellement peu chère que ça s'est complètement généralisé et que la consommation sommée sur le nombre de réfrigérateurs, évidemment, est sans commune mesure avec celle qu'on avait dans les années 50, où il y avait seulement quelques foyers équipés. Dans la thématique numérique, on a la même chose sur les centres de données où, sur les dernières années, on a beaucoup amélioré l'efficacité énergétique des centres de données, donc qui ont besoin de moins d'énergie pour fonctionner. Donc, on se dit super. Mais en même temps, ce qu'on voyait sur la première slide, on a aussi fait exploser la quantité de données qu'on consomme. Donc, il y a plus besoin de centres de données. Donc, au final, la consommation totale des centres de données, elle n'a pas diminué, alors que si on était resté à la même quantité de données échangées, ça aurait dû diminuer. Loane, je regarde juste le chat parce que je vois qu'il y a deux petits messages pour voir si… Bonjour, les diapos de la présentation seront disponibles. Oui. Bon. Et après, une question qu'on prendra tout à l'heure à la fin de l'exposé. Du coup, voilà, les effets rebonds, c'est pas mal embêtant, mais il faut les avoir en considération parce que tout ce qu'on fait comme amélioration risque d'avoir le contre-pied pour finalement toujours avoir des impacts. Donc là, je vous ai pas mal parlé des impacts environnementaux. Associés à ça, il y a plein d'impacts sociaux. Donc, pour extraire, fabriquer tous les équipements, ça pollue l'air, le sol, l'eau. Donc, tous les écosystèmes aux alentours des mines sont des écosystèmes plutôt pollués. L'extraction, les mines, ça finance beaucoup de conflits armés dans le monde, notamment en République démocratique du Congo. Les conditions de travail sont dangereuses, le travail des enfants. Il y a l'association Work Free qui travaille sur les conditions de vie, les conditions de travail, qui estime que, c'est en termes monétaires, que le secteur du numérique est le secteur qui entraîne le plus d'esclavage moderne dans le monde. Donc, que ce soit sur les parties fabrication, sur les parties usage, fin de vie. Donc, en fin de vie, nos équipements sont recyclés en très faible proportion. C'est chez une vingtaine de pourcents dans le monde. Et le reste, ça va être envoyé dans des pays en voie de développement, dans des décharges à ciel ouvert ou déposé un peu n'importe où. Et ça va polluer les sols, polluer l'eau, etc. Donc, beaucoup d'impacts environnementaux, beaucoup d'impacts sociaux. Et donc, là, je vous ai fait c'est un petit récap de tout ce qu'on a dit avant, tout ce qu'entraîne le numérique le long de son cycle de vie. Et donc, où intervient mon travail? Là, c'est un petit rapport de l'ADEME et de Sciences Po qui montre, c'est peu étonnant, mais que globalement, les gens disent que pour mieux adapter leurs usages et leur consommation du numérique, il faudrait être conscient de tous les impacts que a le numérique sur l'environnement. Parce que mieux on est au courant, mieux on peut réaliser
quelles conséquences ont nos usages et nos consommations. Donc là, on commence à toucher aux questions de sensibilisation. Voilà, sensibilisation, formation globalement. Du coup, comme je vous le disais, je travaille à l'NCCube, donc j'ai commencé il y a 1 an et demi. Donc au début, quand je suis arrivée, l'idée c'était déjà pour moi de monter en compétence sur le sujet parce que c'était un peu nouveau. Donc, juste un mot sur l'école, peut-être pour la présenter s'il y a des personnes. Donc c'est l'NCCube, c'est l'École nationale supérieure énergie, eau, environnement. Donc on forme post-prépa et aussi en post-fac, IUT, des ingénieurs sur les thématiques énergie, eau, environnement. Donc on va former des ingénieurs hydrauliciens, électriciens. Voilà. Donc on est quand même pas mal sur les thématiques environnementales. On a des étudiants plutôt sensibilisés sur ces thématiques. Donc on a un public favorable aux actions qu'on mène et qui plutôt va nous pousser à mener des actions. Donc, en termes de numérique responsable, l'idée au début, ça a été de faire un peu un état des lieux de tout ce qui est fait en lien avec le numérique responsable dans l'école. Donc, par exemple, quelle politique on a sur nos usages d'équipements, à quel taux on les renouvelle, combien de fois on les renouvelle, ce genre de choses. Donc, la conclusion, c'était que globalement, le besoin était plutôt sur la formation et la sensibilisation, parce que on n'avait pas d'éléments sur le numérique responsable, sur les impacts du numérique. Donc au début, on a commencé par participer à ce qu'on appelle le Digital Cleanup. Donc c'est comme le Cleanup Day où pendant une journée, on va aller ramasser des déchets un peu partout dans la ville. Là, c'est lié au numérique. Et donc l'idée, c'est de prendre conscience des impacts de nos usages et d'essayer d'adopter des bonnes pratiques. Donc là, par exemple, dans le cadre de Digital Cleanup l'an dernier, il y avait des boîtes disponibles à l'école pour récupérer les smartphones qu'on n'utilise plus parce qu'on a tous, j'imagine, ou quasi tous, des smartphones inutilisés qui fonctionnent toujours ou qui ont juste besoin d'un écran, un écran changé ou autre et qui traînent juste chez nous dans les tiroirs. Et donc, il y avait par exemple des boîtes là-dessus. On a fait un peu de sensibilisation via des affiches, des quiz sur les impacts du numérique. Ensuite, l'école réalise tous les ans son bilan carbone. L'an dernier, on a étendu au bilan environnemental. Donc, c'est fait par des étudiants et on a essayé de s'intéresser pas mal aux impacts du numérique là-dedans. On a mis à disposition pas mal de ressources sur le sujet, donc un peu tout ce que je vous ai présenté avant. Et ce qui va nous intéresser là pour la présentation, c'est surtout la création de supports d'ateliers de jeu pour favoriser la sensibilisation de tout le monde. Donc, je vais vous présenter d'abord le premier atelier que j'ai conçu. Donc, c'était l'an dernier. Donc, avec cette conclusion il nous faut un outil pour permettre de sensibiliser au sein de l'NCCube et puis ensuite à l'extérieur sur les questions liées au numérique responsable. Donc, l'idée, c'était d'abord de réfléchir à quel message on veut transmettre. Donc là, j'avais tout de suite envie de parler un peu de la matérialité du numérique parce que j'ai l'impression que quand on parle du numérique, on a beaucoup l'impression que il n'y a pas besoin de beaucoup d'infrastructures, c'est épuré. Oui, d'ailleurs, il y a un terme qui est omniprésent, c'est cloud. Ouais, cloud, ça veut dire nuage. Oui, ça. Et puis, c'est éthéré, c'est léger, c'est blanc, c'est pur. Pas mal de c'est exactement ça. Et si on cherche sur Google images numériques, on n'obtient que des images en ton de bleu ciel avec des petites paillettes dans le ciel. C'est assez étonnant. Alors que normalement, on devrait voir les câbles sous-marins, les grosses fermes de data centers, etc. Donc ça, c'était déjà essayer de remettre un peu de matérialité dans le numérique, mais aussi à balancer que il n'y a pas balancer, c'est très très anglicisme, à faire un peu la balance de tout n'est pas à jeter dans le numérique. Faut réaliser qu'il y a des impacts sociaux et environnementaux. On peut faire plein de choses avec le numérique et arriver à un peu voir qu'est-ce qu'on peut prendre de bien en faisant attention à tous les impacts négatifs qu'il peut y avoir. Et globalement, transmettre le message qu'il faut être conscient de tous les impacts possibles pour consommer de manière le plus responsable possible. Donc après, un peu plus précisément, quelles informations je voulais voir apparaître dans mon atelier. Donc les notions de limites planétaires, des infrastructures numériques, avoir un peu des ordres de grandeur aussi, parce que souvent, moi j'aime bien me réaliser factuellement les impacts de nos usages.
quand j'utilise mon ordinateur, est-ce que ça a plus d'impact que si je prends la voiture pour rentrer chez moi, pour un peu, une fois qu'on a des notions sur les ordres de grandeur, c'est plus facile d'adapter nos comportements en connaissance de cause. Et puis, ouais, les impacts du cycle de vie et puis les potentialités et les risques liés à l'utilisation. Et ensuite, cycle de vie, c'est une notion, je trouve, dans le quotidien qu'on n'avait pas encore en ouais. fait, il y a quelques années. Ouais, c'est-à-dire qu'on avait des objets qui nous passaient, pas seulement dans le numérique, des objets qui nous passaient dans les mains. Quelque part, on les faisait disparaître dans une poubelle et oui, parce qu'on ne se posait pas la question d'où ils viennent et on ne voit pas où ils partent. Voilà. Donc, c'est très externalisé et donc on s'en rend plus du tout compte. Donc, c'est un peu remettre la lumière sur tout ce qui se passe avant et tout ce qui va se passer après. Et donc ensuite, il fallait trouver un format qui fonctionne bien. Donc, je voulais un peu un format interactif où les participants puissent échanger entre eux, que ce soit pas juste un déroulé par un animateur, une animatrice qui déroule un cours, mais qui est vraiment plutôt que ça vienne des participants, des phases d'échange, un peu des quiz, que ce soit ludique avec des manipulations de cartes. Donc, on est arrivé à la fin sur un atelier qui dure à peu près 2 heures, où il y a besoin d'un animateur ou une animatrice pour faciliter les échanges, pour gérer le timing, pour donner des précisions si besoin. Et globalement, on a des cartes un peu fil rouge qui vont introduire, qui vont proposer des quiz et qui vont diriger vers 3 activités. Donc, au début, on va aller vers une activité sur les ordres de grandeur, après une activité plutôt centrée sur le cycle de vie et ensuite une activité sur les impacts, potentialités et risques. Donc, je vous les présente juste après. Donc, par exemple, activité 1, c'est les participants vont avoir toute une liste de petites cartes avec des situations en lien avec le numérique, mais aussi en lien avec la vie courante, parce qu'on a tendance à plus être au courant maintenant des impacts d'autres actions, typiquement passer d'un régime omnivore à un régime omnivore mais sans bœuf ni agneau. Ça, on va peut-être plus avoir tendance à connaître un peu les bénéfices que ça peut avoir. Mais le numérique, c'est encore un peu nouveau et on n'a pas forcément conscience d'impact. Donc, l'idée, c'était un peu que les participants puissent replacer les impacts du numérique dans les impacts de la vie quotidienne pour avoir un peu une idée de comment tout se hiérarchise et que chacun puisse adapter ses comportements en connaissance de cause. Ensuite, la deuxième activité, c'est sur le cycle de vie. Donc déjà, pour connaître les différentes étapes du cycle de vie d'un smartphone, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour que je récupère mon smartphone dans mes mains et surtout, où est-ce que le smartphone a dû passer. C'est pour ça qu'il y a la carte du monde, c'est qu'on demande aux participants d'essayer de placer les différentes étapes sur la carte, voir là où elles se passent, dans l'idée de montrer que le smartphone, avant d'arriver dans notre poche, il fait des allers-retours un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, une stat de l'ADEME qui dit que avant d'arriver dans notre poche, le smartphone, il fait 4 fois le tour du monde. Donc, si on considère tel métal est extrait dans tel pays, tel métal dans tel pays, on additionne tous les déplacements et ça fait 4 fois le tour du monde. Donc, forcément, ça entraîne des impacts aussi. Et la troisième activité, donc c'est une activité pour essayer un peu de voir c'est pas tout noir, tout blanc, le numérique, il y a des choses qu'on peut faire très bien, des choses qui ont beaucoup d'impact. Et il y a des usages du numérique qui dépendent beaucoup du contexte, qui dépendent de pourquoi on le fait, pourquoi on l'utilise. Et donc, l'idée, c'est que les participants ont pas mal de petites cartes, donc par exemple, le développement du télétravail ou modélisation du climat, obsolescence programmée des appareils. Et il faut qu'ils réfléchissent entre eux. Est-ce que cette situation est plutôt positive, c'est plutôt une conséquence positive du numérique ou une conséquence négative? Bon, il y en a qui sont clairement les conséquences négatives. Le travail des enfants, globalement, on le met dans le négatif. Mais il y a des cartes où, en fonction du participant, en fonction de sa sensibilité, ils voudront le mettre plutôt dans le positif ou plutôt dans le négatif. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'il y a des échanges où ils peuvent se challenger un peu sur « Ah oui, mais non, cette action, moi, je le verrais plutôt en négatif ou dans ce contexte, ça peut être négatif. » Par exemple, le développement du télétravail, certains vont bien aimer, certains vont pas aimer. Il y a plein d'externalités qui peuvent rentrer en jeu. Pareil, avoir des outils numériques pour gérer ses consommations. On peut débattre dessus.
Donc, Et voilà. puis la modélisation du climat, c'est Ouais. aussi grâce au numérique Mhm. et à l'électronique qu'on est capable de visualiser la Ouais. Terre, mesurer, C'est savoir ça, où on en est sur les et indicateurs et c'est important de savoir ça. Donc, c'est pour ça, un peu, faire la balance entre ce qui est positif, ce qui est négatif et ce à quoi il faut faire attention. Donc, dans l'idée un peu de remettre de la responsabilité de chacun dans la matière. Donc, cet atelier, on l'a appelé l'Odyssée numérique. C'est un peu un voyage dans le numérique. On l'a utilisé à plusieurs endroits. Donc, déjà, ça a été un process de itération. Donc, j'ai fait une première version, j'ai testé, c'était pas tout à fait bien, ou tel atelier, telle activité, finalement, fallait la revoir. Donc, c'est pas linéaire. Hop, première version, c'est vous la avez bonne. testé sur des étudiants volontaires. Plutôt sur des collègues à l'NCQ. J'ai testé avec les collègues du service informatique en premier. Mais ouais, donc on a testé pas mal les versions. Au début, j'avais une version qui avait juste les activités, mais sans le fil rouge au milieu. Donc le fil rouge permet d'amener un peu de logique dans l'atelier, mais moins d'importance aussi sur la présence d'un animateur et une animatrice. Donc on a utilisé une partie avec le personnel de Felma, on l'a utilisé pour la rentrée éco-citoyenne à l'NCCube, donc parce que tous les étudiants de première année ils participent à des ateliers de sensibilisation sur les enjeux environnementaux. Donc il y en avait qui ont participé à cet atelier. On l'a utilisé à l'ESISA, donc une des écoles de Grenoble INP à Valence, lors de cours sur la RSE pour des M2, et une session qui est prévue dans le cadre du projet européen Green Ships en avril. Donc là, une version en anglais. Il y a une version en anglais, ouais. Et donc, à l'issue de tous ces tests sur l'atelier, on a remarqué globalement que les retours des participants, c'était que c'était assez intéressant pour introduire le sujet numérique responsable. Ça leur permet d'échanger leur point de vue, leurs connaissances. Petit point, c'est que par contre, c'est très introductif, donc c'est vraiment pour introduire une session sur le numérique responsable. Si on veut aller plus profond, il va y avoir une nécessité de compléter avec un cours, des recherches personnelles. Donc, et un des points qui m'est venu après l'avoir testé, c'est que ça peut être un peu difficile à mettre en place parce que ça nécessite d'avoir au moins 5-6 participants. Il faut un animateur ou une animatrice. Il faut à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Donc, je me disais, je vais peut-être avoir du mal à toucher les étudiants à l'école. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais essayer de créer un support qui soit plus ludique, vraiment plus en format jeu, réalisable en autonomie assez rapidement, pour faciliter la diffusion et l'ouvrir à un maximum de public pour que ce soit pas, qu'il n'y ait pas la nécessité d'avoir quelqu'un qui anime, pour que ce soit un peu plus facile à prendre en main pour tout le monde. Voilà, je vais passer assez rapidement parce que c'est à peu près la même chose. Il reste réfléchir à quel format de jeu peut correspondre. Donc voilà, si vous êtes habitué à faire des jeux, en gros, c'est le jeu que j'ai conçu, c'est un peu en style escape game avec des cartes ou les jeux unlock. C'est ce qui le définit un peu mieux. Donc une histoire fil conducteur et des énigmes, des petits puzzles, etc. pour parcourir les cartes. Et donc ça permet d'aborder un thème. Donc là, le numérique responsable, mais sans nécessité de connaissances sur le sujet, parce que c'est vraiment juste résoudre des énigmes où le contexte, c'est le numérique responsable. Oui, mais quand on dit sans demander de connaissances, ça veut dire effectivement placer toutes les personnes autour de la table au même niveau. Ouais. C'est plutôt les amener à raisonner par elles-mêmes Là, vraiment, que de différencier par rapport à. Là, sur le jeu, c'est vraiment le jeu pourrait avoir n'importe quel autre contexte qui fonctionnerait aussi. Là, le fait que les cartes sont sur le numérique responsable, ça permet d'introduire un peu et de poser des questions. Donc, de la même manière, quelles informations on veut voir apparaître. J'accélère un peu parce que je vois l'heure. Et donc après, l'idée c'était de faire une maquette avec un enchaînement des étapes et des sujets qui doivent être abordés. Donc, je vais aborder des sujets, ça doit être lié par des énigmes, des petits jeux de mots, etc. Donc, il faut voir dans quel sens on veut tout mettre. Et ensuite, là, trouver des idées d'énigmes pour faire fonctionner le jeu. Donc, je vais vous spoiler un petit peu, parce que je vous ai mis un exemple d'énigme. Là, c'est une des premières énigmes du jeu. Donc, vous vous retrouvez devant vous avec ces 4 cartes-là, donc qui parlent de la composition des smartphones.
donc ce qu'on a vu dans l'introduction. Donc il y a une carte métaux, une carte plastique et matière synthétique et une carte verre et céramique. Et l'idée, c'est de savoir, avec ces 4 cartes, vous pouvez trouver le numéro de la carte suivante. Et donc, le spoiler, il faut reformer les cartes ensemble. Donc, en superposant les cartes pour que la surface de chacune corresponde bien au pourcentage du matériau dans le smartphone. Donc, par exemple, verre et céramique, c'est 15%. Le plastique et matière synthétique, c'est 35% et les métaux, c'est 50%. Et donc, si on les superpose de cette façon, on voit bien que la carte métaux, elle prend 50% de la surface totale, etc. Et on voit apparaître le petit 1. Et donc, c'est-à-dire que la prochaine carte, ce sera le 1. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un petit récap du jeu. Donc, celui-là, on l'appelait l'évasion numérique. C'est un escape game, donc le s'évader. Il est disponible en anglais aussi. Il est un peu différent en anglais parce qu'il y a des énigmes qu'il a fallu adapter parce que c'était des jeux de mots, donc il fallait les adapter en anglais. Il y a, ah oui, ça je l'ai pas dit pour l'atelier, il vient avec un livret d'explications pour donner des détails, pour surtout aider l'animateur, l'animatrice. Là, le jeu, il vient avec un livret de solutions, des explications, les règles et tout. On est en train aussi de préparer un diapo pour présenter les règles de manière plus facile. Pour si on propose le jeu dans un gros groupe, avoir un diapo qui explique les règles, c'est plus simple, donc on est rendu compte. Et de la même manière, on l'a testé à pas mal d'endroits. Donc, j'ai toujours pris mes cobayes de l'NC Cube au début. Donc, pareil, plein d'itérations. Ils sont sympas. Ouais. Je leur propose des jeux en même temps. Ça. Oui. Il a été mis à disposition à la médiathèque à l'école. Donc ça, c'était aussi une des idées sur ce jeu, c'est que ce soit un jeu qui soit assez court. Donc en fonction de la personne qui joue, des personnes qui jouent, on peut mettre entre 45 minutes et 1 heure et demie. Ça dépend de l'habitude avec ce genre de jeu. Et donc, c'était l'idée de pouvoir le déposer à un endroit qui n'ait pas besoin de personnes qui expliquent, que vraiment tout soit écrit, que les règles, on puisse y jouer seul, en groupe. Donc, j'ai mis en disposition à la médiathèque de l'école. Bon, je l'ai mis à disposition en juin dernier, donc les étudiants étaient globalement partis. Et après, je l'ai enlevé pendant les vacances, donc j'ai pas eu beaucoup d'utilisation, mais il faudrait le relancer à un autre moment. Il a été utilisé pendant la rentrée éco-citoyenne à l'école. On l'a utilisé lors du CISO à l'ESISAR. CISO, c'est un grand événement international européen. Pour le coup, on l'a utilisé avec les étudiants apprentis de l'ESISAR. D'accord. On avait un stand aussi, donc des gens pouvaient passer. On l'a présenté à pas mal de collègues à l'NCMAG, au projet Variety, pour éventuellement l'utiliser dans des cours. En introduction, ça fait une petite séance un peu ludique pour introduire un cours. Et on l'a notamment utilisé mardi au sein du programme QLOOP de l'IRT pour faire un petit icebreaker lors de 2 jours de séminaire. Donc voilà un peu un récap des 2 supports qui ont été conçus. Donc l'idée c'est qu'ils soient disponibles de manière ouverte, libre. Faut encore qu'on voit le format. Est-ce que disponible sur le site internet à imprimer, des supports qu'on a nous imprimés en version cartonnée. Ça c'est un peu ce qu'il faut qu'on voit avec l'équipe de valorisation de l'INP. Mais l'idée, c'est qu'il soit disponible gratuitement pour se diffuser un maximum. Et donc, voilà. Et donc, les pistes futures, c'est éventuellement pouvoir concevoir un nouveau petit jeu escape game, comme celui juste avant que je vous ai présenté, sur d'autres thématiques pour approfondir une autre thématique. Parce que pareil, il est très général sur la thématique, il reprend globalement les informations que je vous ai données en introduction là, du webinaire. Donc peut-être l'idée, ça pourrait être intéressant d'avoir des petites extensions du jeu pour plonger un peu plus dans un impact. Et puis ma dernière slide, c'est juste parce que c'est quelque chose qu'on est en train de faire à l'école là. Donc dans le lien au numérique responsable, l'intelligence artificielle, ça rentre pas mal là-dedans parce que ça va modifier beaucoup nos usages, nos consommations du numérique. Et puis, il se dit que aussi bien les lycéens que les étudiants sont très, très friands de ces outils. Justement, on voulait un peu se rendre compte à l'échelle de l'école
comment est-ce que les étudiants utilisaient l'intelligence artificielle et du coup, comment on pouvait les accompagner pour l'idée de toujours encourager un usage raisonné, responsable, les mettre au courant des différents impacts, différents risques. Donc, on leur a fait passer un questionnaire pour faire un état des lieux de leur usage dans le cadre des cours, sans y manquer 90% des étudiants qui l'utilisent. Mais il y en a beaucoup qui demandent des formations, qui ressentent le besoin d'être formés. Donc là, c'est une des questions qu'on va se poser à l'école, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça, comment on les accompagne là-dessus. Donc pourquoi pas peut-être un petit jeu de sensibilisation aussi sur le sujet. Et vous avez l'idée aussi d'une démarche d'ingénierie pédagogique sur ce sujet-là, derrière? Ça pourrait, ouais, c'est ça. C'est que là, on a exploré donc pour déjà savoir comment les étudiants l'utilisaient, quel était leur ressenti vis-à-vis de ça. Et donc après, on va échanger avec les enseignants, personnel administratif de l'école pour voir quel est notre plan d'action sur le sujet à la suite de ça. Très bien, merci. Alors, je vais essayer de fermer la présentation sans pour autant nous faire sortir. Fermer cet espace de travail, oui. Voilà. Et puis, on va mettre la caméra en grand et on va regarder un peu ce qu'on a dans le chat en remontant progressivement. On a Lydie qui dit « Je verrais bien une version Moodle pour les 2 premières activités ». Pour l'atelier, j'imagine. Alors oui, ouais. Pour l'évasion numérique, je pense. Alors justement, pour l'atelier, on va l'utiliser dans le programme Green Chips. Et il va falloir avoir une version qui soit faisable à distance. Donc, on va voir ce qu'on peut faire sur une version éventuellement en ligne, voir si c'est possible. Oui, donc sur l'Odyssée. Yula voulait prendre la parole. Yula Morfouli, qui est co-directrice du programme Capital de Formation. C'était par rapport à ces points-là sur Moodle. Donc, comme Loan vient de le dire, on collabore énormément donc, entre l'IRT et un projet européen formation sur l'électronique verte. Et comme on proposera à l'atelier donc en hybride, il y aura des étudiants, des partenaires européens qui seront connectés en ligne pour suivre donc l'activité. On va produire une version donc, qui pourra être utilisée sur Moodle sans problème. Puis alors, vous avez de la chance ce matin parce que vous avez même donc Lydie Dubousquet qui dit « Je peux vous faire un prototype Moodle ». Vous allez trouver une alliée qui d'ailleurs est en connexion avec le fameux projet FEM sur l'attractivité de la filière. On pourra se recontacter. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Jean-Daniel Arnoux, a-t-on une idée du bilan carbone d'une école par rapport à une entreprise avec le même nombre de personnes, grosso modo? Je suppose que ce n'est pas facile à faire. Alors, ce n'est pas notre sujet de ce matin. Moi, j'ai connaissance du bilan carbone de l'MCQ. Voilà, quelques indications. Le rapport, donc, comme je disais, l'MCQ tous les ans fait son bilan carbone. On demande des étudiants de le faire. C'est dans le cadre d'un projet. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, il y a une vertu à la fois de sensibilisation, c'est un TP. Et donc, l'an dernier, on leur a demandé même de faire le bilan environnemental, d'essayer de s'intéresser à d'autres impacts. Donc, c'est des étudiants de 2e année. Donc là, il y a le projet qui est tout juste démarré pour le bilan de l'année 2024. Et donc, en 2023, le bilan carbone de l'NCQ, si je ne me trompe pas, c'était 1500 tonnes de CO2 équivalent sur l'année et on est à peu près 1500 étudiants personnels, mais j'ai pas de comparaison avec des entreprises. Non, puis le fonctionnement est très différent. Ouais, c'est très différent aussi. Alors, Régis Leveup qui dit bien d'avoir une présentation qui ne se limite pas aux gaz à effet de serre. Ça veut dire, je pense qu'il se félicite du fait qu'il y a aussi des impacts sociaux. Oui, sociaux et le reste des impacts environnementaux. Oui, parce que c'est le problème, souvent, on s'enferme dans les émissions de gaz à effet de serre et il y a un risque en essayant de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, d'augmenter les autres impacts sans le voir parce qu'on a la lunette sur les émissions de gaz à effet de serre, alors qu'il y a beaucoup d'autres impacts sur les ressources, sur la biodiversité, la consommation en eau, etc. C'est vrai que c'est assez déstabilisant pour des physiciens ou des gens de culture du monde de la physique au sens
général du terme, parce qu'on a l'habitude de considérer des problèmes bien isolés, bien séparés, dans des enceintes adiabatiques, socialement, physiquement. Et en fait, dès qu'on s'attaque à ces sujets, on est face à une complexité de paramètres c'est ça qui peut être assez déroutante aussi. Difficile aussi pour savoir quelles actions prendre, parce qu'une action qui peut nous paraître bien, si on regarde tous les impacts, c'est pas bien pour tout. Ça veut dire même pour la formation de vos étudiants, de vos ingénieurs, on fabriquait des gens qui étaient capables de répondre sur un critère de performance pour résoudre un problème donné. Aujourd'hui, il faut absolument qu'ils soient capables de considérer des multiples paramètres, quoi. Et c'est un peu ce qu'on demande aux étudiants dans le projet où ils calculent le bilan environnemental de l'école. Ça va vraiment prendre tout en compte. Et cette année, on essaye de leur demander aussi de prendre en compte le côté social. Et donc, pour voir, parce qu'il y a des risques que si on veut se diriger vers quelque chose qui réduit beaucoup d'impacts environnementaux de l'école, que ça empire des impacts sociaux. Et donc, arriver à faire la balance entre tout pour toujours pouvoir faire des choix de façon éclairée, comme je disais. Comment sont calculés, Marion Barre, bonjour Marion, comment sont calculés les 800 kg de matières premières pour fabriquer un ordinateur? Alors, il faudrait se replonger exactement dans l'étude de l'ADEME qui a donné ce chiffre, mais en gros, c'est toute la matière première qui a dû être déplacée. Donc, pour aller chercher tel métal, il a fallu sortir telle quantité de minerais pour extraire la petite proportion de métal qu'il faut pour les ordinateurs, les smartphones. Et donc, ces matières premières, c'est vraiment tout ce qui a dû être modifié, être déplacé, être utilisé pour fabriquer un équipement. Il me semble qu'au cours de ta présentation, tout est parfaitement référencé. Il y a les références. De toute façon, donc on enverra un mail à l'issue du webinaire à l'ensemble des participants avec la visio, le PowerPoint en PDF, et puis peut-être cette référence à cette étude, comme ça les personnes pourront aller voir. Et oui, et pareil sur les ateliers et les jeux, il y a les sources de toutes les données qui sont données, qui sont dispo. Voilà, alors je continue à regarder. Si quelqu'un veut prendre la parole pour dialoguer avec Loan, c'est possible aussi. Le prototype Moodle, 1 tonne par personne, c'est beaucoup qu'un labo, dit Olivier Rossetto, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Beaucoup plus qu'un labo, peut-être. Beaucoup plus qu'un labo. Hein. Bon, et puis, Olivier Bonneau, bonjour Olivier, la croissance de la consommation électrique du numérique est très optimiste. Sur le plan mondial, multiplication par 2 tous les 3 ans, 96% carboné, il faut contrôler les usages. 1 gigaoctet transféré correspond à 2 kilowatts. Beaucoup moins qu'à la bonne. Oui, après, ça dépend beaucoup de je réponds pour Olivier, ça dépend du type de labo aussi, j'imagine, de ce qui y est fait, parce que les besoins en termes de matériel, de consommation sont vachement différents. Au niveau de l'école, ce qui compte beaucoup dans le bilan carbone, ce qui prend une grosse part, c'est les déplacements, parce qu'on a des étudiants qui partent à l'international, et donc tous leurs déplacements rentrent dans le bilan carbone de l'école. Donc pareil, ça c'est quelque chose à débattre, parce que c'est aussi important qu'ils partent à l'étranger pour faire une expérience internationale, mais ça a des impacts. Et où est-ce que vous mettez le curseur là, dans le cadre de cette démarche entre justement l'impact sur la fabrication, qui est souvent très lourd par rapport à l'impact sur les usages? Je veux dire par là que sensibiliser dans une entreprise aux usages responsables, attention, pas trop de pièces jointes, pas de documents partagés, des méthodes, etc., un peu frugales, des sites web. On nous vend maintenant des sites web qui sont frugaux, etc. Et finalement, en face de ça, on a des gens qui disent c'est pas trop la peine de faire les efforts là-dessus, parce qu'à partir du moment où tu as ajouté 3 écrans pour ton poste de travail, tout est dedans au niveau carbone. Ça, c'est pour ça que je voulais la première activité de l'atelier avec les ordres de grandeur, pour pouvoir un peu se rendre compte de l'impact de la fabrication d'un ordinateur, l'impact de nos usages, pour un peu remettre en perspective tout, et de se dire qu'effectivement,
on peut supprimer tous les jours notre boîte mail si on rachète un ordinateur tous les ans. C'est contre-productif, quoi. Parce que en même temps, il ne faut pas attendre pour faire des petites tâches. Non, mais c'est ça. C'est intéressant d'envoyer moins d'emails, de ne pas mettre les pièces jointes, mais il faut remettre en perspective qu'est-ce qui a le plus gros impact. Voilà. On a Jean-Daniel qui nous dit, voilà, je dois vous quitter. Et de fait, il a raison, il est 10 heures. On avait promis d'arrêter à 10 heures. Donc, il y a encore quelqu'un qui écrit, ce sera le dernier message. Concrètement, aujourd'hui, peut-on se procurer ces jeux? Je pense que le mieux, c'est de contacter. Ouais, c'est ça, de se mettre en contact. Voilà, en attendant une consolidation. Et j'ai des discussions la semaine prochaine avec l'équipe valorisation de l'INP pour voir comment on peut les diffuser de manière facilitée pour les protéger, faire une propriété intellectuelle là-dessus et puis après pouvoir les diffuser plus largement. Et puis, comme on est dans un contexte de recherche, de toute façon, ce sera intéressant, je pense, pour toi d'avoir un contact avec des personnes intéressées aussi pour avoir un petit retour. Pour avoir un retour, qu'est-ce qui manquerait, sur quoi il faudrait des évolutions, complètement. Voilà, bonjour et merci pour cette présentation, ce bel effort de sensibilisation. Est-ce que ça permet d'aboutir à une définition du numérique responsable? Le numérique est-il responsable? Son usage est-il compatible? Alors là, on ouvre sur le débat, mais finalement, le jeu peut servir de pitch de départ. Hein, voilà. Eh ben, on s'arrête comme promis. Oui, clairement, au-delà du contexte école, même pour tout public. Voilà, donc si une entreprise du consortium de Nanoelec et même au-delà est intéressée, il n'y a pas de problème. Merci à tous et bonne journée. Je mettrai le replay peut-être aujourd'hui, dans quelques jours disponible. Allez, au revoir.